Sud Radio, on parle auto, midi 13h, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et ça y est, nous y sommes, c'est Noël, nous sommes le samedi 25 décembre, on vous souhaite un joyeux Noël. Ça va mon ami Jean-Luc? Bonjour dame Laurence, vous avez vu, je me suis rasé la barbe blanche, j'ai enlevé mon costume rouge. J'ai eu une nuit qui était longue quand même, je vous ai bien distribuer aimé, les cadeaux à tous les enfants gentils. Moi je vous ai vu dans le creux de ma cheminée, c'était vous. D'autant que maintenant il roule en Audi e-tron, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, on va parler non pas de Noël, mais on a une émission très spéciale avec de jolis invités qui sont avec nous en studio pour la plupart aujourd'hui. On va vous raconter des belles histoires, alors pas de Noël, mais qui sont liées à l'automobile. On va commencer par l'histoire de la sécurité. On a Dominique Stemfeld qui est avec nous. Vous avez entendu depuis un an, enfin vous pouvez mettre un visage. Voilà, il nous parlera évidemment de pneumatique. Et il y a des belles histoires aussi dans le pneumatique. Et puis on a Thierry Dubois qui est à côté de moi, un dessinateur de talent. Pareil, des belles histoires. Les chroniques de la Nationale 7, tout est dans le titre. Et surtout, on a un ami aussi de l'automobiliste, des professionnels de l'auto, puis à nous aussi, un de nos amis, c'est l'ami François Roudier. Moi, je suis ravie de vous recevoir dans On parle auto. Je vous aime. De toute façon, vous le savez, je vous aime. Personne, Noël, on dit aux gens qu'on les aime. Et là, pourquoi François est là? On va parler sécurité. Mais histoire, peut-être un peu. Exactement. Allez, c'est parti. Ça, on parle auto avec vous et c'est jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. J'adore Noël. C'est vrai, c'est vraiment la journée de l'amour. Et là, aujourd'hui, on va parler d'amour, de sécurité, mais d'histoire surtout. Oui, exactement. Est-ce que vous savez, Laurence, que le pare-brise, les essuie-glaces ou le clignotant ont été inventés par des femmes? Oui, monsieur. Je le sais. Et pourquoi elles s'en servent pas? Celle-là, je ne m'attendais pas. Ça commence bien. Oui. On va dire que ça va être une vilaine émission de macho, peut-être pas. François Roudier, donc vous êtes directeur de la communication de la plateforme automobile, c'est comme ça qu'on dit, le PFA. Exactement, maintenant. la filière automobile. Exactement. L'industrie automobile. Voilà. PFA. Ouais. Et historien aussi de formation, c'est surtout oui, pour personne n'est ça que vous êtes parfait. là. Voilà. Et c'est vrai que je me suis toujours intéressé à l'histoire de la mécanique et en particulier de l'automobile. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus détendu que d'habitude. On vous met sur le grill pour vous poser des questions parfois un petit peu gênantes. Là, on est détendu. On va revenir un peu en arrière. On va revenir plus d'un siècle. Ah oui. Parce que l'automobile existe. Ouais, non, c'est vrai, je ne les fais pas. L'automobile existe depuis la fin du 19e. Exactement, c'est un peu comme le Père Noël, l'automobile. Ça date d'il y a très très longtemps, ça a changé, mais finalement c'est toujours un peu la même chose. Et surtout, il y a beaucoup d'inventions qui datent des débuts de l'automobile. Mais voilà, il y a beaucoup d'inventions. Croire. Alors, en fait, quand on parle de sécurité routière, il y a de la sécurité routière qu'on connaît extérieure, les feux de circulation, les routes, etc., le 80 à l'heure. Oups, je l'ai pas dit. Et vous avez surtout la sécurité du véhicule, parce qu'il faut voir que les chiffres de réduction des morts et des blessés sur la route, elles se font essentiellement grâce aux milliards qui ont été investis par les constructeurs dans le monde sur leurs voitures. Et ça depuis très longtemps. Et ce qui est assez dingue. François, avant de commencer, peut-être une idée pour nos amis politiques. En Angleterre, au début du siècle dernier, chaque voiture était précédée par un piéton qui agitait un drapeau rouge et la vitesse était limitée à 30 km/h. C'est peut-être une idée à développer. Anne, si tu nous entends. Alors, ça veut dire que je prendrai ma voiture demain et j'aurai un piéton devant moi avec un drapeau rouge. C'est pour ça, figurez-vous, qu'il n'y avait pas de course automobile en Angleterre au début du XXe siècle, parce que les voitures n'avaient pas le droit de rouler vite. Mais c'est fou parce que du coup, c'est... C'est vrai. Et en France, on avait même inventé mieux. Il fallait que ce soit un garde-chasse qui prévienne la population. Et on était à 12 km/h en ville et 20 km/h en campagne. Ça, c'est des idées. Tout le monde a refusé. Voilà. Mais ça fait partie du type de loi française qui a jamais été appliquée. On parle d'un temps que les moins de 20 ans, évidemment, ne peuvent pas connaître. C'était vraiment tout au départ. Je crois que tous les gens qui ont connu ça sont Quand décédés il n'y avait même actuellement. pas de pare-brise sur les voitures. À ce moment-là. Exactement, mais en fait, quand on parle de sécurité du véhicule, il faut voir qu'il y a 4 points essentiels. Il y a la liaison avec le sol, parce qu'un véhicule automobile, ça roule sur quelque chose. Vous avez, après, être vu et voir, parce que c'est important, c'est ce qui est quand même le point essentiel. Être vu, les phares, alors il faut préciser que quand il y avait des feux acétylène, il y avait un coup de vent, on n'avait plus de phare en pleine nuit. Exactement. Alors, la France a inventé le feu, il faut le savoir. Il y avait des feux ça a été inventé en 1746 sous Louis XV. Le feu rouge. Les feux des véhicules. Voilà, les feux des véhicules,
hippomobile. Ouais, Puis après ça, vous avez eu des époques un peu différentes. En fait, quand on regarde tous les éléments de sécurité, vous avez des choses qui ont été développées il y a très longtemps, entre le 19e siècle et le début, je dirais quasiment avant la Première Guerre mondiale. Après ça, il y a eu un grand travail dans les années 30, un grand travail dans les années 70, et puis maintenant, alors là, une explosion d'inventions nouvelles. Alors, pour revenir au début, tout à l'heure, on parlait, des inventions le pare-brise, féminines. parce que moi j'ai un truc, c'est Madame Douméron. Qui a inventé le pare-brise. Voilà, c'est effectivement une Madame Douméron et une personne qu'elle ne connaissait pas, qui était Madame Frances Anderson aux États-Unis, qui a inventé l'essuie-glace, qui allait avec. Alors il faut savoir que c'est assez normal parce qu'au début du siècle, il faut penser que la voiture est réservée à l'élite. L'élite, c'est quoi? C'est l'aristocratie riche et la bourgeoisie qui veut être aussi riche que l'aristocratie. Donc, lorsque vous regardez les vieilles affiches de l'époque, des salons ou n'importe quoi de publicité sur l'automobile, en général, vous voyez une femme qui conduit avec un chien. Voilà, et une femme qui est pas une femme qui va travailler à nettoyer du poisson. On voit que c'est avec un grand chapeau, chapeau. elle a un grand chapeau, elle est habillée en luxe. Et donc, effectivement, pour ces femmes-là, il fallait quand même rester propre, pas trop décoiffé, donc invention du pare-brise, non pas pour la sécurité, mais pour rester pour la commodité, belle, exactement. Et vous savez que pour l'histoire des essuie-glaces, c'est parce que cette femme, Marie Anderson, en fait, un jour, elle prend un tramway, il neigeait, c'était à New York, et elle voit que le conducteur, il se prend toute la neige, en fait. Donc, à la question, pourquoi vous ne servez pas de tout ce qu'on a inventé, nous, les femmes, c'est surtout, en fait, moi, j'ai une autre question à vous poser. C'est bizarre que ce soit les femmes qui aient inventé les choses les plus pratiques. Il n'y a pas un peu de bon sens dans tout ça ? Oui, voilà. Partout. J'irai pas tout à fait jusque-là. Parce qu'il y a quand même, après, dans la liste des inventions, ça reste quand même un milieu d'hommes. L'automobile, donc, la plupart des inventions, évidemment, sont dues à des hommes. Même si après, je pense qu'il n'y a même pas d'histoire de genre. C'est parce qu'effectivement, vous avez raison. C'est parce que vous avez d'abord de la mécanique. Il faut voir que beaucoup d'inventions ont été créées par des personnes qui faisaient à la fois du vélo, de l'automobile et de l'avion. Il faut savoir que la première notion de freinage sans blocage, ce qu'on appelle l'ABS, il est fait en France par Gabriel Voisin sur ses avions. Pourquoi? Parce que regardez toutes les images que vous avez d'avions qui capotent, un avion qui freine mal si les roues se bloquent, il tombe en avant. Ça a été la première invention qui est passée de l'avion progressivement après à l'automobile. Et à la moto, n'oubliez pas aussi que la moto a apporté beaucoup d'innovations. Les BMW avaient des freins ABS, alors que beaucoup de voitures n'en avaient pas dans les années 70. Et la Formule 1 aussi, tous les sports mécaniques. Oui, alors les sports mécaniques au début du XXe siècle ont beaucoup apporté pour la sécurité des autres véhicules, en particulier sur le freinage, sur la tenue de route et bien évidemment sur les pneumatiques, dont on parlera tout à l'heure. Tiens, Laurence, vous étiez où en 1914? Parce que c'est une certaine, justement, Madame Florence Laurence qui a inventé le clignotant, figurez-vous. Je vais vous dire où j'étais en 1914. J'étais déjà dans la génétique de ma mamie qui était née en 14 et qui est morte à 106 ans en 2020. Donc 1914, moi, c'est une date qui me parle et pas que pour la guerre. Oui, alors mais c'était pas moi, Laurence. Le clignotant au départ, c'était un système mécanique qui levait un petit drapeau qui indiquait qu'on allait tourner d'un côté ou de l'autre. C'est vrai que on a tous connu, enfin on commence à être tous un peu plus âgés que la moyenne, je dirais. On a tous connu au moins des vieilles autos quand on était jeune, avec non pas un clignotant électrique, mais un clignotant qui... Ah bah tiens, on va... sur nos autres invités. Pas moi, Thierry Dubois, on est d'accord, les clignotants qui se levaient sur le côté de la voiture. En fait, le premier clignotant, c'est de lever le bras. Et oui, on a mis un pis-aller, c'est-à-dire un objet qui imitait le bras qui se levait. Donc, Thierry Dubois, que nous allons retrouver dans quelques instants, puisque c'est le dessinateur. On peut considérer qu'il est historien aussi, puisqu'il fait des recherches absolument incroyables pour arriver à dessiner les autos, dessiner les Je pensais à ceux qui arrivaient à l'écoute de l'émission en disant Thierry Dubois, mais c'est le boss de Sud Radio. Non. C'est l'autre. On va continuer notre émission spéciale. On va continuer, on va rester avec tous les invités. On les garde autour de la table s'ils peuvent. Et s'ils veulent, mais nous on a envie. Allez, dans quelques instants, on va parler des chroniques de la Nationale 7 avec son créateur, son dessinateur, Thierry Dubois, qui est avec nous. Ce sera une émission un peu spéciale aujourd'hui dans On parle auto, et on parle auto avec toujours autant de plaisir. Avec des belles histoires. Et des belles images, là. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Sud Radio, on parle auto.
Spécial aujourd'hui, spéciale émission pour cette journée de Noël. Et alors, on invite un grand monsieur de la BD spécialisé pour la National 7. Mais c'est quoi cette jolie surprise, monsieur le Père Noël? C'est pas que spécialisé pour la National 7. On va dire que Thierry Dubois dessine des autos depuis qu'il est... Alors, depuis quel âge, tiens? Depuis que je suis tout petit. Ah bah voilà. Ça fait longtemps, parce que vous Depuis êtes très qu'il est grand tout petit. maintenant. Non, mais ce qui m'a bluffé cette semaine, c'est qu'un soir, il s'est dit, tiens, je vais dessiner un type H Citroën. Et il a fait combien? Un quart d'heure, 20 minutes, c'est ça? Oui, c'était le petit dessin du soir. Le petit C'était dessin pour du saluer soir. les 40 ans de l'arrêt du type H chez Citroën. Voilà. En 20 minutes, vous l'avez croqué. Même moins, pour être précis. Et c'est quoi la source d'inspiration pour arriver à dessiner? Parce que on remarque que toutes ces voitures sont hyper précises. C'est vrai qu'on en a possédé une de celle-là. On voit que dans les détails, ça va très très loin. C'est de les regarder, et puis d'avoir amassé de la documentation depuis 30 ans, quoi, sur tous les modèles. C'est vrai que j'ai commencé en photographiant des voitures sous tous les angles pour savoir où était la trappe à essence, tout ça pour ne pas me retrouver devant des interrogations quand je les dessinais, quoi. Et vous arrivez à les dessiner de mémoire, ces voitures? Bien. Quand vous faites une BD comme ça, là, la National 7, toutes les voitures qu'on voit dedans, c'est sur photo que vous travaillez ou de mémoire? Bon, il y a toujours de la doc, mais il y a des voitures que, à force de les dessiner, je les ai vraiment dans la main. C'est ce que je dis. Il y a des courbes qu'on retrouve. Vous savez, je dessine pour un petit dessin pour la vie de l'auto. Ça fait 1390 dessins cette semaine que je fais pour la vie de l'auto chaque semaine. Donc, des voitures anciennes, je les dessine. Est-ce sans que vous arrêt. pouvez faire pendant cette émission, une fois qu'on aura fini de parler de chronique de National 7, un petit croquis pour On parle auto d'une voiture de votre choix? Bien sûr, j'ai amené mon crayon pour. Cool, moi j'ai la feuille. Formidable. Formidable. Alors pourquoi la National 7? La National 7, c'est un mythe. C'est un mythe aujourd'hui. Bon, il y a eu la chanson de Charles Trenet. C'est surtout la route des vacances, c'est la route du soleil. Et puis, c'est devenu un mythe parce que c'est la route des vacances des 30 Glorieuses, quoi. Alors, c'est une période qui fait vraiment rêver aujourd'hui, de croissance, de plein emploi. La nostalgie est à la mode, donc la National 7 est à la mode, quoi. Voilà. Et comment vous avez retrouvé? Parce que ce qu'on apprend en lisant ces chroniques de la National 7, il y a 3 tomes, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ce qu'on apprend, c'est que la plupart des faits qui sont reproduits sont des histoires réelles. Ça s'est vraiment passé. Les lieux ont existé. Pareil, comment vous faites pour arriver à reconstituer ça? Ça fait plus de 30 ans que je travaille sur l'histoire de cette route. J'étais parti pour faire un livre et puis passer à autre chose. Puis en fait, c'est tellement passionnant, il y a tellement de matière que j'en amasse tout le temps. Et puis ces chroniques, plutôt que de les raconter en texte, c'est des petites histoires que me racontent les gens, les garagistes, les hôteliers, les voyageurs, les routiers, tout ça. Et donc plutôt que de les raconter en texte, je trouvais que c'était marrant de faire des BD à chaque fois et de condenser ces histoires dans des petites chroniques, quoi. Et j'étais parti pareil pour un album, et là je suis le troisième. Et puis il y a le 4e qui devrait sortir dans les 6 mois prochains. Et vous arrivez encore à trouver des histoires à raconter? J'en ai vraiment sous le coude des centaines encore, parce que vous savez, c'est le genre de choses, plus on creuse, plus on trouve. Et puis le fait d'écrire ces chroniques, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant, vous savez, moi j'ai des choses à vous raconter. Alors, j'ai des photos. Génial. Il y a encore des lieux qui subsistent? Est-ce qu'on a la mémoire de cette National 7 qui n'existe plus aujourd'hui, on est d'accord? Elle existe toute la longue, elle existe par portion. Oui, voilà, des petits morceaux. Alors, le problème de cette National 7, c'est que pendant longtemps, on a cru qu'elle était intangible. Et puis moi qui la parcourais, j'ai commencé à voir disparaître beaucoup de choses. Et donc, j'ai commencé à photographier pour garder la mémoire de tout ce qu'il y avait. Et puis, plus que de garder la mémoire, c'était de rencontrer les gens et de rassembler de la doc. Donc, c'est de garder une photographie. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que l'âge d'or de la National 7, il est à peu près sur 30 ans, je dirais, de 35 à 65. Et ça fait 30 ans que je travaille dessus. Pourquoi 65? À partir de 65, on a plus d'autoroutes pour aller dans le sud que de nationales. Donc pour moi, c'est une date importante, quoi. Voilà. Et ça change aussi les voitures, puisque au départ, ce sont des voitures qui sont faites pour faire de la nationale, et quand les autoroutes apparaissent, on change complètement la nature des autos. Voilà, je vous dirais qu'en 65, il y a une voiture qui sort, qui est particulière, la Renault 16. Ouais. Avec la première, avec un haillon et tout. Et c'est vraiment une voiture qui est conçue pour l'autoroute. Après, on change de la 504. Toutes ces voitures, vous voyez, sont prévues pour l'autoroute. Je dirais la DS, elle l'est presque parce qu'ils la font passer, la DS 21 avec un gros moteur spécial autoroute. Donc on rentre dans une génération de voitures autoroutières. Et c'est là où le changement se fait. C'est-à-dire que les voitures sont plus fiables, elles vont plus loin, elles marchent mieux longtemps, quoi, pour justement pouvoir prendre l'autoroute. Parce que c'est le drame de l'autoroute du Sud au début, c'est que à 200 km du côté d'Avalon, il y a un garage tous les 500 mètres parce que les gens claquent les joints de culasse.
Ouais, cela dit, sur la National 7, avec les bouchons, en plein été, quand c'était les départs en vacances, c'était pas terrible non plus pour les vieilles autos qui devaient chauffer pas mal quand même. Ah bah c'est ça, le moindre village, il y avait 2 ou 3 garages. La moindre ville, il y avait une dizaine, voire une quinzaine de garages. Donc c'était vraiment une mine d'or, hein, plus tous les arrêts, parce que quand vous tombez en panne, bah, du coup vous allez au restaurant, vous allez à l'hôtel, il y a toute une économie qui s'était développée autour de l'automobile le long de la National 7. Dans les histoires qu'on vous a racontées sur cette National 7, il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Il y en a beaucoup. Il y a cette histoire d'une famille belge là qui descendait dans le sud en 4 chevaux. C'était la première fois. Alors moi, je vous dis, en plus, j'en parle d'autant plus facilement que ma mère est belge et elle m'a raconté son premier voyage sur la Côte d'Azur en 1951. Et c'est vrai que pour elle, ça a été un enchantement. Ça devait faire loin, oui. Le soleil venant de sa campagne de Belgique et d'arriver sur la Côte d'Azur, c'est vrai que ça a été un choc pour elle. La preuve, elle a épousé un Français après. Et ce qui est marrant, c'est cette famille belge qui descendait en 4 chevaux et puis qui commence à entendre un bruit dans le moteur, se demandant vraiment d'où ça vient. Alors ils roulent, ils s'arrêtent, le bruit s'arrête. Enfin non, ils roulent, ils écoutent. Il y a une espèce de ronronnement sans arrêt. Mais ils se demandent d'où ça vient. Ils écoutent, ça s'arrête pas. Finalement, ils arrêtent le moteur, puis ils s'aperçoivent que le ronronnement continue. Et en fait, ce ronronnement, c'était les cigales, quoi. Ah, c'est joli. Alors c'est très joli, mais la National 7, ça fait penser à ça, puis ça peut faire penser à beaucoup d'autres choses. Mais pour malheureusement conclure, c'est vraiment les chroniques de la National 7 que l'on peut s'offrir. On trouve ça où? Chez Paquet? Chez Paquet, à la Fnac, partout. Oui, Voilà. partout. Hein. Les bons rayons de BD, on les a. Un petit mot rapide sur la National 7 avec notre historien François. C'est mythique, vous savez, les Américains ont la route 66, on a la National 7. Eh ben exactement. Allez, et puis nous ici, on a Jean-Luc Moreau. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. C'est peut-être mythique aussi, mais alors là, c'est un essai très... C'est mon cadeau de Noël. Ouais. Ah ben j'aime beaucoup, c'est ce que vous Par allez contre, je l'ai m'offrir. pas eu sous le sapin. Non, c'est le contraire. Je l'ai pas eu sous le sapin hier soir. Parce Je suis qu'hier très soir, déçu, mais j'ai roulé avec. BMW i4 M50, berline électrique dérivée de la série 4 Grand Coupé, une concurrente de la Tesla 3. Tiens, bon, elle est plutôt jolie cette voiture. Hein. Elle reprend la ligne du Grand Coupé. Jolie si on accepte le groin qu'ils ont mis à l'avant. Je comprends pas pourquoi. Ah, le groin, j'adore. Oui, parce qu'en fait, Oui, ils ont c'est mis vrai. des naseaux Ouais. beaucoup plus gros. Moi, je trouve que ça fait groin. Je trouve que c'est pas très joli. C'est pas mon goût. Mais en fait, je la prendrai quand même malgré ça. Bon, je l'ai essayé dans sa déclinaison M. Alors, les puristes vont hurler parce que M, c'est les moteurs sport. Et là, électrique, 100%. 2 moteurs électriques, 4 roues motrices, 544 chevaux. Quand même, ça pulse un peu. Alors, c'est une plateforme qui est commune aux versions thermiques et électriques. Donc, ça génère certains inconvénients. Un coffre un peu plus petit et puis une habitabilité qui, pour une voiture de 4,79 m de long, c'est quand même grand, Ah oui. et pas gigantesque à l'arrière. Vous avez encore d'ailleurs un tunnel de transmission, alors qu'il n'y a plus de transmission, bien évidemment. Alors, à l'inverse, la présentation intérieure, tiens, tout à l'heure je parlais de la Tesla, est beaucoup plus aboutie que dans une Tesla. C'est vrai que la finition dans les BMW aujourd'hui, moi je trouve que c'est mieux qu'Audi par exemple. On parlait d'Audi il n'y a pas longtemps. Je trouve que BMW est au-dessus d'Audi, c'est superbe. Par rapport à la version thermique, ce qui change à l'intérieur, c'est que là, vous avez un grand tableau de bord façon... Alors, il y a un autre modèle électrique qui est sorti, dont on parlera bientôt, qui s'appelle le iX. Alors, ça vous fait un grand écran sur tout le tableau de bord, et ils reprennent ça dans cette i4. C'est joli, c'est pratique. On se perd un peu au début parce que tellement il y a de fonctions. Alors, en plus, l'écran est tactile, mais vous avez encore une molette. Oui. Voilà. Donc, Ça je ne marche vais pas bien. rentrer. Non. D'ailleurs, je rentre pas dans les détails volontairement pour que vous alliez voir la vidéo. Oui, puis c'est assez instinctif pour l'avoir testé. La vidéo, ça marche bien. la vidéo, elle fait 14 Sur minutes. La table, pardon, sur YouTube, la Ouais, page sur- Sud Radio, non pas voilà, la table Sud vous Radio. verrez le détail. Alors, on est très bien installé. Puis pour rouler, c'est une surprise. C'est une voiture très confortable. On se dit une BMW M, ça va être un petit peu raide. Bah là, pas du tout. Ils ont été raisonnables en matière de taille de roue. On n'a que du 19 pouces. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Elle est également très silencieuse. Je l'ai mesurée à 63 décibels à 110 km/h. C'est Wow. vraiment bien. Et c'est surtout Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Parce que 544 chevaux, certes, mais surtout 795 Nm de coupe pendant 10 secondes. Ça veut dire quoi? Vous verrez, je vous ai fait une petite vidéo. On voit le compteur, j'accélère de 0 et le compteur n'arrive pas à afficher les chiffres. Il passe de 10 en 10 et de 20 en 20 après. Tellement ça va vite. 0 à 100, 3 secondes 9. C'est mieux qu'une M4 thermique, mais la voiture est lourde. 2 tonnes 3, ça c'est un peu le souci. On va recomparer à la Tesla. Elle fait 300 kg de moins. La Tesla, elle est même plus puissante. Donc,
elle est plus performante. L'américaine offre aussi une autonomie qui est supérieure. Ici, la batterie, elle fait 80,7 kWh. Pour une conso moyenne de 24 kWh, ça veut dire qu'on fait environ 320 km. J'ai fait 320 km en faisant la moitié d'autoroute à 130, je précise quand même. Ah, c'est bien. Oui, ce qui est, on va dire, suffisant pour aller un peu plus loin. La voiture peut recharger jusqu'à 210 kW de puissance sur des bornes Ionity, par exemple, mais c'est moins aussi que Tesla qui charge encore plus fort, mais surtout plus fort, plus longtemps. Alors là, récupérez, j'ai récupéré entre 10 et 80% en 31 minutes exactement. Donc BMW dit 30 minutes, donc le contrat est rempli. Alors, le vrai truc qui coince depuis le début, je vous en parle parce qu'il va falloir que vous fassiez le chèque, Laurent. Mais je ne suis pas là que pour payer. 71 650 € pour cette version. Il n'y a pas de bonus écologique à ce tarif-là. Et on va recomparer à la Tesla, à équipement équivalent. Tesla, c'est 7 000 € moins cher. Donc c'est là qu'on voit que les constructeurs européens se sont fait dépasser par l'américain et rattraper le retard, ça va être compliqué. Après, c'est pas du tout les mêmes types de voitures. Si, la Tesla 3 Performance et la BMW i4, c'est vraiment le même segment. Ouais, c'est le même segment. Bon. Moi, je pensais qu'elle était un peu plus grosse, moi, là. Ouais, elle est un peu plus longue, la BMW, mais... Bon, d'accord. Mais En tout cas, si vous voulez voir l'essai de l'ami Jean-Luc... Ouais, les 14 minutes rendez-vous sur la page film fleuve YouTube de Sud Radio. Moi, je suis assez pro BM, j'aime bien aussi ce qu'ils font. Ah non, c'est une très chouette voiture. Franchement, ouais. Et vous verrez, le iX est encore plus surprenant. D'accord. Attention. Il est très moche, mais il est vraiment surprenant. Lui aussi, il a un groin. Ouais, c'est encore pire. Moi, je dis, c'est le monstre gentil de l'automobile, c'est le Casimir de l'automobile. Dans quelques instants, on va parler de voitures et d'environnement et on va parler de supercars électriques. Est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Vous êtes bien à l'écoute de Sud Radio. On parle auto avec vous, y compris à Noël. Bonne journée, joyeux Noël à tous. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons parler d'environnement avec un sujet supercar. Alors là, l'ami Jean-Luc, il faut que vous m'expliquiez. Vous allez, on aurait fait ça il y a 10 ans. On avait droit à vous savez, un pyjama avec les manches qui s'attachent dans le dos et puis une chambre capitonnée. Mais aujourd'hui, figurez-vous que quand on veut avoir des voitures performantes, la meilleure preuve, tiens, vous prenez le bouquin de Nicolas Meunier, voiture d'exception. Puis ça tombe bien parce que... Il est là. Il est là. On l'a avec Bonjour Nicolas Meunier. Bonjour Nicolas Meunier. Nicolas, dans tout ça, il y a une superbe dédicace, cher Jean-Luc. Dans toutes ces voitures, la supercar, le pourcentage d'engins hybrides ou électriques, c'est quoi? Ça dépend beaucoup des époques. Si on prend il y a 10 ans, c'était à peu près 0%. Ah oui, quand même. Et si on prend aujourd'hui, je dirais c'est à peu près un modèle sur deux. Et je pense que ça va faire que s'amplifier dans les années à venir. Oui, et ce qui est bizarre aussi, c'est que ceux qui veulent les voitures les plus performantes ont tout intérêt à se tourner justement vers soit des hybrides, soit même du pur électrique. Il y a des engins aujourd'hui, je pense à la Rimac. Oui, en plus... alors explication, vous connaissez Rimac? Pas du tout, monsieur, c'est pour ça, c'est bien. Alors, ça n'a rien à voir avec Apple, iMac. Non, Rimac, c'est avec un... C'est croate. C'est croate. D'accord, je connais pas du tout. Oui. Alors ils ont le premier prototype électrique, je crois que ça fait au moins 6 ou 7 ans quand même, ça commence à dater un petit peu. Même pas loin de 10 ans, je crois. Alors c'est un jeune prodige, on va dire, qui a commencé à bricoler sa propre voiture au départ. Il a commencé à faire de la compétition de drift avec une BMW série 3. Et un jour, il a cassé le moteur, il a cassé le 6 cylindres et il s'est dit, tiens, on va faire. C'est le moment de faire quelque chose de différent. J'ai un vieil aspirateur, je vais récupérer le moteur. Et il a mis un moteur électrique à la place de son 6 cylindres. Et là, il a commencé à vraiment éclater tout le monde sur les records d'accélération et à gagner tout un tas de récompenses. Et ensuite, de fil en aiguille, il s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire sur les composants électriques à haute performance. Et il s'est mis à développer une expertise là-dedans, au point de créer son entreprise qui est aujourd'hui devenue une référence en la matière et qui est fournisseur des plus grands constructeurs mondiaux. Et même, il y a des constructeurs comme Porsche et le groupe Hyundai qui sont devenus actionnaires de son entreprise. Wow, c'est une belle histoire. Tiens, une autre belle histoire pendant qu'on fait... il y a notre ami Thierry Dubois qui est en train de croquer. Ah oui, on le voit, là, il est en train de croquer. Regarde, t'as Bastien, notre réalisateur, qui a fait un zoom sur... on va avoir le droit à quoi? Oh là là, vous allez vite. Ah bon, allez, on reviendra voir ce que c'est. Waouh, ça va déjà vite. Pardon, excusez-moi de vous avoir coupé la parole, messieurs. Donc, Rimac, en plus, vient de se payer un petit constructeur. C'est ça qui est sympa. Alors,
On sait pas trop. J'ai pas trop suivi les savoir s'ils sont vraiment devenus propriétaires, si c'est un échange d'actions ou quelle est vraiment la structure financière. Mais en effet, Matt Rimac aujourd'hui est devenu le nouveau président de Bugatti. Voilà. Bon, Bugatti qui reste quand même purement thermique là pour le coup. Pour l'instant, alors on ne sait pas quel sera l'avenir. Moi, quand j'ai vu Stefan Winkelmann il y a un an, qui est donc l'ancien président de Bugatti, il me certifiait qu'il y avait une remplaçante de la Chiron avec de nouveau un moteur W16. Et je pense qu'ils ont tout intérêt Bugatti a tout intérêt à perdurer dans cette voie s'ils veulent conserver leur image, parce que on s'aperçoit que beaucoup de nouveaux constructeurs qui veulent rentrer sur le marché de ces voitures très très exclusives. Je dirais pas qu'il suffit d'empiler les moteurs électriques et d'en avoir le plus possible pour développer une puissance phénoménale. On est à quoi comme puissance maintenant sur ces engins électriques là? On est à 2000 chevaux à l'aise. Ah oui, 2000 chevaux quand même. Ouf. Pour rouler à 80, c'est vrai que... Ouais. voire à 30 dans donc certains on fait 0,80 en moins d'une seconde. Enfin, là, tu uses du pneu par contre. Hein. On ouais, va en parler avec Dominique Stempfeld. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que ces voitures-là, on les vend sur la puissance, on est d'accord Nicolas, mais on les vend sur un truc que tout le monde dit complètement dépassé depuis longtemps, c'est la vitesse maxi. Oui. Complètement. C'est ça qui est complètement hallucinant. On a de plus en plus de limitations de vitesse contraignantes et ceux qui achètent ce genre d'engin, il y a qu'un truc qui les intéresse, c'est je veux celles qui valent plus vite, même s'ils s'en serviront jamais. On est à quoi aujourd'hui dans les vitesses maxi des supercars? Là, on s'attend à franchir très bientôt la barre des 500 km/h. Donc il y a 2-3 constructeurs qui se tirent la bourre justement pour... On parle de voitures de série, attention. Des voitures de série, de voitures de série. Donc que je peux aller acheter à mon officine du coin quand Laurence me fait un gros chèque. Ouais. Voilà. C'est-à-dire à peu près tous les samedis, parce que ça personne ne le sait, mais maintenant c'est dit. Et je peux rouler à 500 km/h. À condition de trouver la ligne droite et à condition de ne pas le faire trop longtemps, parce que sinon les pneus ne seront pas forcément d'accord. C'est exactement la question que j'avais posée. Voilà. Tiens, ça tombe bien, on a Dominique Stempfeld sous la main, président du syndicat des professionnels du pneu. Dominique, alors je sais que dans les années 30, les records de vitesse, la durée des pneumatiques, c'était 3 minutes, donc il fallait qu'ils se dépêchent avant que ça éclate. Aujourd'hui, un pneu qui fait 500 km/h, c'est... Là, en l'occurrence, non, c'est pas courant. Ce sont des pneumatiques qui sont très très spécifiques. Là, en l'occurrence, sur la Bugatti, c'est Michelin qui est le manufacturier. Alors d'abord, c'est des pneus qui valent très 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 cher, qui doivent être renouvelés. Je pense que c'est de l'ordre de 1 000 € le pneu. D'accord. Et ce sont des pneus qui ne sont pas dans le circuit normal de commercialisation, donc c'est un circuit qui est très confidentiel et qui doivent être remplacés extrêmement fréquemment et avec des questions de service très très précises. Oui, je pense qu'il faut qu'il soit équilibré parfaitement, parce que quand on est à 500 km/h, le moindre milligramme de balourd, ça se transforme en quelques dizaines de kilos qui gigotent. Combien de constructeurs se tirent la bourre là pour le record du monde de vitesse? En supercar, toujours. Ouais, en ce moment, on en a 3. Enfin, il y a Bugatti qui a... Alors, il faut déjà savoir quelle est la définition d'un record de vitesse, parce que celle du Guinness des records est un peu plus contraignante, c'est-à-dire qu'il faut faire un aller-retour, et c'est la moyenne des 2 passages dans chaque sens qui est prise en compte. Du coup, c'est pour ça que le record de Bugatti à 490 km/h et quelques, il y a un an, d'un peu plus d'un an, n'a pas été homologué par le Guinness des records. Donc officiellement, c'est une autre marque américaine qui s'appelle SSC, donc Shelby Supercars, qui n'a rien à voir avec Carroll Shelby, mais voilà, qui est officiellement détentrice du record de mémoire, c'est 450 et quelques. Et cette marque, ils ont voulu franchir la barre des 500 km/h. Ils ont publié une vidéo qui soi-disant certifiait ça, et ensuite il s'est avéré que la vidéo était bidonnée. Il y a des observateurs qui ont fait des calculs en comptant le nombre de séparateurs de voies, etc. Ils se sont aperçus en faisant la règle, en chronométrant que en fait c'était bien en dessous. D'accord. Donc là, ils vont essayer de laver l'affront en dépassant vraiment la vitesse de 500 km/h. Exactement. Et le souci, c'est qu'il y a une autre marque américaine qui s'appelle Hensei, donc qui est avant tout un préparateur qui fait des voitures de très bon goût avec des noms subtils. Donc genre, on a par exemple un Ford Velociraptor qui est un pick-up qui fait 1000 chevaux ou des choses comme ça. Et t'as vu là notre supercar à nous dont on parle auto là, c'est notre spécial dédicace, c'est un gros supercar aussi, ça avance tranquille là. Hein, il va super vite, c'est ça qui est toujours avec Thierry Dubois qui nous croque magnifique voiture pour l'émission de Noël. Donc c'est un gros suspense quoi. Donc si on peut s'inscrire. Oh bah oui, à condition de. Moi j'ai une 2 chevaux qui me paraît bien en boosté, ça peut le faire. Ouais. Il est taquin. Donc on a NC qui avait promis d'ici fin 2021 une tentative, on attend encore.
Et ensuite, Koenigsegg, qui a battu de nombreuses fois des records, qui pourrait atteindre 530. Eh ben, dis donc. 530. Eh ben, voilà. Bon. Je dis ça pour les gendarmes qui nous écoutent. Donc, alors, voiture d'exception, c'est Hugo Motors, c'est ça 29. Édition Hugo Motors. C'est ça. Édition Hugo Motors 29,95. C'est la dernière édition, on est d'accord. C'est le tout dernier, oui. Les tout derniers modèles. Pas Et forcément, c'était un pas plaisir. Les forcément tout derniers l'ultime, tarifs pour Dame Laurence. Parce que, Voilà. Colin normal. Meunier. Alors ça, on va attendre. Alors, on peut le mettre pour les étrennes, puisque Noël est passé. Si vous voulez trouver un joli cadeau pour les étrennes. Pourquoi les quelqu'un. étrennes, c'est après Noël? Bah oui, c'est au nouveau. C'est le 31 Ah bon, décembre. d'accord. Vous connaissez pas les étrennes? Non, non. Vous connaissez pas les Moi, j'ai étrennes? jamais eu de cadeau quand j'étais Dominique petit. Alors... Stenfeld, les étrennes, c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien. Oui, c'est quelque chose qu'on connaît, mais bon, Jean-Luc a passé une nuit de Noël sans doute difficile. Ah oui, je crois qu'il l'a oublié. Allez, merci beaucoup Nicolas. Nicolas qui est avec nous, meunier, journaliste et auteur de ce très très beau livre dont on vient vous de parler. Dans quelques instants, eh bien, ce sera notre ami Dominique Stenfeld. Thierry, c'est fini? Déjà? Alors, dans quelques instants, on découvre, on découvre le dessin de Thierry. terminé de notre ami Thierry Dubois qui croque spécialement pour cette journée de Noël une petite voiture qui s'appellera On parle auto. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et on a l'énorme bonheur de recevoir Dominique Stenfeld, qui est président du syndicat des professionnels du pneu, avec nous en studio. Mais on a l'énorme bonheur de découvrir les pneus de cette magnifique voiture, l'ami Jean-Luc. Ouais, une 4 chevaux. Qu'est-ce qu'elle avait comme pneu, la 4 chevaux? Elle devait avoir un 135 400 ou un 145 400. Il y a Thierry Dubois. Oui. Alors Thierry, c'est donc. Par contre, là, ils sont un peu plus gros, là, les pneus. Parce qu'il y a eu Noël, ils ont beaucoup mangé hier. Voilà, et puis faut toujours un petit peu caricaturer, c'est plus sympa que sinon on prend une photo. Ouais, je suis assez d'accord. Ah, il est superbe. En combien de temps, là? Même pas 10 minutes? Même pas. En fait, pour ceux qui écoutent Sud Radio ou qui nous regardent sur Facebook en ce 25 décembre, moi j'ai proposé à Thierry de nous croquer une voiture pour On parle auto. Ça s'est fait en 10 minutes, puis on a une petite dédicace, on va la garder, on va la mettre ouverte et tout. C'est trop mignon. On va faire un tableau avec. Bon, allez, on va parler pneus maintenant avec l'ami Dominique. Je suis ravie de vous rencontrer en chair et en os et non pas en gomme et en. Le plaisir est partagé, Laurence. On va parler pneus, l'ami Jean-Luc, avec les hommes qui ont fait le pneu. Les plus grandes marques portent le nom de leur fondateur. Avec des petites histoires assez rigolotes. Moi, j'aime bien, on commence un peu par la fin, mais j'aime bien Monsieur Ishibashi. Et je me souviens du nom, alors c'est pour ça que j'en parle. Alors, Laurence qui parle parfaitement japonais, Ishibashi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille aux toilettes. Non, pardon. Faut pas me tendre ce genre de perche avec mon humour à deux balles. Non, alors Ishibashi. Alors effectivement, Jean-Luc, il y a un grand nombre de marques modernes qui portent le nom de leur fondateur, dont effectivement la marque qui a été fondée par Monsieur Shoshiro Ishibashi. Alors on se dit, non, mais je n'ai jamais acheté de pneus Ishibashi. Eh bien si, pourtant, puisqu'en fait, la traduction de Ishibashi, c'est pont de pierre en japonais. Ah, voilà. Pont de pierre. Bridgestone. Voilà. Exactement. Et Monsieur Ishibashi a anglicisé son nom pour en faire un nom international. Et donc, Monsieur Ishibashi est le fondateur de la marque Bridgestone. Et très curieusement d'ailleurs, en 1988, Bridgestone a acheté une marque américaine qui s'appelle Firestone. Donc il y a une proximité, proximité du nom, mais il y a aussi une proximité de l'histoire parce qu'en fait, Firestone, qui sont des immigrés en provenance d'Alsace, leur nom de famille initial était Feuerstein, et dont la traduction, Feuerstein, c'est Firestone. Et dont la traduction en anglais est Firestone. Oui. Ah oui, alors Monsieur Goodyear, tiens, c'est un peu tôt, mais c'était pour la bonne année. C'est pour les étrennes. C'est ça, pour les étrennes. Alors, j'ai une très mauvaise blague. Est-ce que je la tente ou pas? Oui. Tant pis. Hein. Quel est le point commun entre 365 capotes et 365 pneus? Et 365 pneus? It's an happy Goodyear. Voilà, elle était très mauvaise, j'avais prévenu. Bon, alors Goodyear, il était américain, lui, celui-là. Alors Goodyear était américain. En fait, il faut monter un peu plus haut.
En 1740, des naturalistes français ont découvert l'usage que faisaient les Amérindiens du caoutchouc, donc qui était une substance qui provenait de certains végétaux, dont l'EVA. Et d'ailleurs, EVA en quechua, ça se dit caoutchouc. Donc c'est un nom qu'on a gardé. Qu'est-ce qu'on apprend comme truc d'un coup là? Et en fait, le problème du caoutchouc naturel, c'est qu'il est pas stable. C'est une matière malléable. Donc Charles Goodyear a tenté de stabiliser le caoutchouc. Il a tenté une multitude d'expériences. Il s'est ruiné d'ailleurs. Et puis un jour, il trempe un morceau de caoutchouc dans du soufre. Le morceau tombe dans le feu. De rage, il l'envoie à l'extérieur à une période où il faisait très froid. Et en fait, le caoutchouc était vulcanisé. Donc la vulcanisation, elle a été découverte par hasard. Par hasard. Alors, par colère aussi, oui. Oui, par hasard, par colère et par obstination également. Et en fait, c'est ainsi que le caoutchouc a pu être vulcanisé, donc au travers de cette petite histoire. Oui. Ouais. Alors encore plus rigolo, c'est un vétérinaire qui a fait les premiers pneus. Alors il y a un lien aussi, c'est que le vétérinaire qui s'appelle John Boyd Dunlop utilisait des feuilles de caoutchouc pour se fabriquer des gants. Et puis un jour, il a eu l'idée de fabriquer une chambre à air rudimentaire, d'en garnir les roues en bois du tricycle de son fils, d'y ajouter un bandage, de gonfler tout ça, et c'est ainsi qu'est né le pneu. Là, on est en 1888. Voilà, oui, comme quoi toutes les inventions ne sont pas forcément récentes. Et puis c'est pas fini surtout. Mais Michelin, c'est les frères Michelin. Ça, au moins, quand on est français, on le sait. Oui, mais il y a un lien également, puisqu'en fait, un cycliste anglais traverse la France avec son vélo. Donc, à l'époque, les routes étaient mauvaises, on crevait souvent, et en fait, il s'arrête à Clermont-Ferrand, où il trouve un spécialiste du caoutchouc, puisqu'en fait, les frères Michelin, Édouard et André, fabriquaient des objets en caoutchouc. Donc, en fait, il fait réparer son pneu chez Michelin, et les Michelin s'aperçoivent en fait que le pneu qui était collé n'était pas pratique du tout, et ils ont donc inventé le pneu démontable, et ça c'est 1891. C'est top. Oh là là. Alors il y en a un autre, Giovanni Battista Pirelli. Alors là, bon, évidemment, hein, on sait, Pirelli. Chaque pays en fait a son inventeur qui a donné son nom aux pneumatiques. Et ce qui est marrant, c'est que toutes ces marques sont restées, alors que dans les marques automobiles, il y en a beaucoup qui ont disparu. Oui, c'est vrai. Alors Pirelli, là aussi, c'était un caoutchoutier. Il fabriquait divers objets en caoutchouc. Et puis, il a commencé à fabriquer des pneus à partir de la licence Dunlop en 1890. Bon, passionnant tout ça. Ouais. Il n'y a pas d'ouvrage d'ailleurs sur ça. Alors, il y a quelques ouvrages très confidentiels, effectivement, qui ont été écrits. On vous l'annonce, Dominique Stemfeld va écrire un bouquin sur l'histoire suite à cette émission sur l'histoire. Les petites histoires du pneumatique. Très bonne idée. Mais en tout cas, c'est une jolie idée. Merci Dominique. Beaucoup. Avec plaisir. On vous embrasse et puis merci d'être venu nous voir en studio, ça fait plaisir. Plaisir partagé. À suivre, on va voir quels pneus ils avaient. Tiens, on va parler des 24 heures du Mans avec cette magnifique bande dessinée. C'est une série qui est parue aux éditions Glénat, je crois que c'était depuis 2014, c'est le 8e numéro. Et on va recevoir l'un des auteurs sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et c'est Denis Bernard qui est le scénariste de cette BD 24 heures du Mans aux éditions Glénat qui est avec nous au téléphone. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Bonjour Denis. Alors, dites donc. Bonjour à vous deux. On a remis le couvert, comme on dit. On en est au 8e album, puisque chez Glénat, c'est une aventure qui a commencé depuis 2014. Mais là, on va parler en particulier de ce numéro 1961-1963, les rivalités italiennes. Absolument, oui, tout à fait. Écoutez, on se lasse pas de raconter... Alors vous faites, je vous coupe Denis, mais comme on est avec des gens qui nous ont raconté toute l'histoire, vous faites plus un boulot d'historien en fait carrément. Quand vous écrivez ces BD, parce que tout ce qu'il y a dedans, même si c'est un peu romancé, c'est vrai. Oui, absolument, tout est vrai. Rien n'est inventé, les personnages sont tous réels. Et voilà, donc ensuite, il y a une mise en forme scénaristique, mais sinon, autrement, je dirais que c'est véritablement l'histoire des 24 heures du Mans à l'époque et des pilotes de cette époque. Les dessins sont alors attendez, je vais vous le dire d'une seule traite, Papazoglakis. Voilà, puisque notre ami Denis est le scénariste. D'accord. Vous trouvez les infos à quel endroit? À l'ACO, au Mans, directement? Alors, beaucoup d'endroits. Bon, d'abord, j'ai une bibliothèque bien remplie. Ensuite, effectivement, la CO m'aide beaucoup dans mes recherches. Mais ça m'arrive aussi d'appeler et de rencontrer
des personnes qui ont vécu cette époque, et en l'occurrence, l'ex-femme de Maston Gregory, qui est le personnage central sur cet album-là et le précédent d'ailleurs, qui est une personne bien vivante que j'ai pu rencontrer et qui m'a raconté un grand nombre de choses sur cette époque, sur différents pilotes et sur les 24 heures en question. Est-ce qu'il y a des trucs un peu croustillants? C'est ça. Nous, on veut de l'histoire. Bah écoutez, oui, enfin bon, déjà, je dirais que c'était à l'époque des personnages qui ne savaient jamais s'ils seraient là encore le dimanche soir. Donc ils prenaient la vie du bon côté, et on est loin, je dirais, de la préparation physique qu'ont les pilotes aujourd'hui en Formule 1 ou ailleurs. Je sens bien que vous voulez pas le dire, mais moi je le sais, mais il y a des pilotes qui montaient un peu éméchés dans les voitures pour se donner du courage. Oui. Ça pouvait arriver effectivement. D'ailleurs, oui, tout à fait. En parlant d'accident, dans la BD que l'on a dans les mains, en tout cas c'est moi. Tiens, je vais la montrer, je vais faire mon petit radio achat aux éditions Glénat à 24 heures du Mans. C'est le 14e album. Il y a toute la partie des accidents dramatiques de cette période-là, quand les voitures prenaient feu ou quand... oui, c'était très fréquent. Il y avait beaucoup de morts à l'époque, effectivement. Pas forcément d'ailleurs aux 24 heures du Mans, mais en tout cas, je dirais, tout au long de l'année, il y avait plusieurs pilotes qui laissaient la vie, et donc ça, c'était vraiment problématique. Pour vous raconter une anecdote croustillante, toujours sur Maston Gregory, il était connu pour sauter des voitures en marche quand il sentait l'accident venir, donc juste quelques 20 mètres avant le crash final, il avait sauté. Il s'en tirait une fois de temps en temps correctement, et puis de temps en temps il lui laissait une omoplate ou quelque chose comme ça. Oui, et puis en plus, c'est une époque où, alors Thierry Dubois me contredira pas, c'est vrai que les voitures à l'époque, elles avaient un style, elles n'étaient pas simplement dessinées pour être efficaces sur la piste, il y avait un vrai coup de crayon aussi, et ces voitures-là, du début des années 60, là, les Ferrari en particulier, mais pas que, je pense aux Jaguar aussi, c'était des autos qui étaient magnifiques, qui étaient au-delà des voitures de course, c'est des autos magnifiques en plus. Oui, absolument. C'était vraiment des voitures dont le design était extraordinaire. Moi, je veux dire, c'est mes années préférées en termes de design. Vraiment des voitures avec des lignes absolument superbes. Moi aussi. Voilà. Si vous me trouvez une Ferrari 250 GTO, Laurent, qui me fait des cadeaux tout le temps en ce moment. Là, je pensais que vous parliez de votre ligne. J'en ai une sous la main. Je vais vous l'amener jusqu'à Sud Radio. Alors vous allez vous entendre tous les deux, parce que l'ami Jean-Luc est un passionné de voitures de collection, puisqu'il en a aussi quelques-unes. En tout cas, je propose à tous ceux qui ont envie de lire une bonne bande dessinée sur les 24 heures du Mans, voilà, 1961, toute la série depuis 2014, il y en a 8, c'est le 8e numéro. Et puis il y a un coffret spécial en plus chez Glénat où on peut avoir plein de BD, plus les bandes dessinées cette journée aussi de notre ami Thierry Dubois, parce que voilà, sur la Nationale 7, on peut se faire plaisir en fait. Oui, puis pourquoi pas les voitures d'exception, pour arriver dans le présent. Et puis puisqu'on fait plaisir à tous nos invités, achetez-vous un pneu aussi. Merci à tous. Avec les fêtes de fin d'année, je pense que les gens vont se l'acheter, le pneu. Mais il faudra le perdre à la rentrée aussi. Non, mais il faudra faire super attention, surtout là, il y a les fêtes de la Saint-Sylvestre qui arrivent dans une petite semaine. Soyez prudents, On sait que sur les routes, c'est toujours un peu compliqué cette période-là. Merci à tous d'avoir été avec nous. Thierry Dubois, Dominique Stemfel, Nicolas Meunier et l'ami Jean-Luc. On se retrouve samedi prochain pour se faire un bisou pour la nouvelle année. Exactement. Alors à samedi prochain, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes.